Bonjour et bienvenue à la Maison des Sciences de l'Homme Sud pour cette nouvelle séance du cycle de webinaires Les sciences à l'épreuve des crises sanitaires et environnementales, portée par le réseau national des MSH dans le cadre de la coordination nationale HS3P crise, initiée par le CNRS et l'INSERM autour des crises sanitaires et environnementales, et en partenariat avec le réseau des UMIFRE, du CNRS et du ministère des Affaires étrangères. Alors après nous être rendus la dernière fois au Brésil, à l'occasion de notre dernière séance consacrée à la surexploitation de l'eau dans la région du Cerrado, nous revenons aujourd'hui en France pour une session consacrée aux effets de la crise Covid sur l'accueil des populations migrantes. Alors si un océan, au sens premier du terme comme à son sens figuré, sépare donc ces deux séances de notre webinaire, il existe pour autant un lien essentiel puisque toutes deux, chacune à leur manière, propose de s'interroger sur la manière dont on peut mobiliser dans un dispositif de recherche construit dans un contexte de crise la parole et les savoirs des principaux concernés, à savoir donc les petits agriculteurs du Brésil d'un côté et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, les personnes migrantes et les accompagnants présents à leur côté. Et pour nous conduire à la rencontre des structures d'accompagnement des populations migrantes, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir deux jeunes chercheuses et médiatrices, Anaïs Troussel et Itane Lacrampe-Camus, toutes deux docteurs en géographie, chercheuses associées à l'UMR Ardève à Montpellier et membres fondatrices de NARO, structure du tiers secteur de la recherche, travaillant à l'interface entre la recherche en sciences humaines et sociales et les besoins des acteurs publics, associatifs et privés. Pour les besoins de cette séance, Itane et Anaïs vont se baser sur un matériau produit de manière originale dans le cadre du projet IMCOV, cofinancé par la MSH Sud et la Fondation Croix-Rouge. Projet que nos deux intervenantes ont coordonné avec Geneviève Cortès, professeure en géographie à l'Université Paul Valéry de Montpellier, et Cécile Jouanneau, maîtresse de conférences en sciences politiques, également à l'Université Paul Valéry de Montpellier, et toutes deux également membres de l'UMR Ardève. Alors avant de céder la parole à Itane et Anaïs, je précise plutôt que leur propos sera suivi, comme le veut l'usage, d'un temps d'échange avec vous qui suivez en ligne ce webinaire. Aussi, n'hésitez pas à formuler vos questions et commentaires au fur et à mesure de l'intervention dans la petite interface dédiée qui se situe à côté de la fenêtre de vidéo. Comme d'habitude, je ferai de mon mieux pour m'en faire l'interprète dans la demi-heure de discussion qui suivra la présentation. Anaïs, Itane, c'est à vous donc pour une demi-heure d'intervention. Merci Julien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes particulièrement heureuses d'avoir l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui pour vous présenter certaines réflexions liées à notre projet. On a décidé de présenter plus particulièrement la problématique suivante, à savoir quelle appropriation de la recherche participative par les acteurs de terrain. Et comme vous l'a dit Julien, on va se baser sur notre expérience de recherche récente et toujours en cours, qui est celle du projet IMCOV, qui avait pour objectif de comprendre un peu les effets, les impacts de cette pandémie de Covid-19 sur les structures d'accompagnement des populations migrantes en France, avec un regard porté sur les accompagnants, c'est-à-dire salariés et bénévoles des associations et les personnes migrantes. On vous propose une présentation en 4 parties. Tout d'abord, de vous expliciter assez rapidement le déroulé de ce projet de recherche. Ensuite, on souhaite mettre à nu un peu cette fabrique d'une recherche participative en vous en montrant toute la démarche qu'on a eue. Ensuite, on vous propose de réfléchir à la posture du chercheur engagé dans ce type de démarche. Et enfin, de poser un peu sur la table les obstacles auxquels se confrontent des acteurs comme nous, c'est-à-dire chercheurs et acteurs du tiers secteur de la recherche quand on s'engage dans ce type de méthode. Et après, on vous apportera quelques éléments réflexifs en guise de conclusion. Je vais passer la parole à ma collègue Itane. Merci Anaïs. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce qui a guidé notre réflexion au sein de ce projet IMCOV, qui est parti donc de cet événement Covid-19. Souvenez-vous, en mars 2020, dès le premier confinement, la pandémie de Covid-19 a été présentée comme un choc exogène, entraînant des bouleversements irréversibles sur nos sociétés, des changements profonds. Donc nous, on s'est intéressé à ces changements profonds. Quels étaient-ils? Est-ce qu'ils s'inscrivaient dans des processus plus longs? Et on s'est intéressé donc aux conséquences de la pandémie et des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le virus sur des populations dites vulnérables, et en l'occurrence des populations migrantes. Au sein de ces populations migrantes, nous avons travaillé avec des jeunes migrants isolés, donc des personnes qui sont arrivées en France seules, hors d'un cadre familial,
et jeunes, c'est-à-dire mineurs ou jeunes majeurs. On s'intéressait donc aux conséquences de la crise sanitaire sur leur trajectoire, mais aussi sur les accompagnants et les accompagnantes à leur côté, donc des bénévoles et des salariés qui sont dans des structures associatives. L'objectif pour nous, c'était donc de resituer cet événement Covid-19 au sein de temporalités plus longues, les temporalités des politiques migratoires et des associations. Sachant que les associations ont des missions de plus en plus difficiles, des charges de travail de plus en plus dures, avec moins de moyens, elles doivent assurer des missions de service public. Donc nous avons travaillé sur ces questions-là et nous sommes situés à la croisée de la géographie des migrations, des sciences politiques et de la sociologie des dominations, ce qui nous a permis de se pencher sur ce concept de vulnérabilité qui, pour nous, est davantage le résultat d'une assignation. Donc, ceci étant posé en termes de questions de recherche, le projet IMCOV, donc, est un projet multi-acteurs. Il a bénéficié des financements de différentes structures. Au sein de notre équipe, comme tu l'as précisé, Julien, nous sommes 4, donc Anaïs et moi-même, géographe et membre de NARO, acteur du tiers-secteur de la recherche, et Geneviève Cortès et Cécile Joanneau en géographie et en sciences politiques. Et nous avons travaillé avec 3 équipes de salariés et de bénévoles qui sont rattachés à des associations d'envergure nationale, qui sont RESF, la Croix-Rouge et la CIMAD. Alors, RESF signifie Réseau Éducation Sans Frontières. On a travaillé avec la cellule 34 en Hérault. Donc c'est un réseau qui accompagne des jeunes migrants isolés, mais aussi des jeunes en famille dans leur démarche de scolarisation. Au sein de la Croix-Rouge, on a travaillé avec une équipe de salariés qui a géré pendant 2 ans un dispositif pilote de réinstallation des jeunes réfugiés ici à Montpellier, donc des jeunes réfugiés de moins de 25 ans. Et avec la CIMAD, on a travaillé avec un groupe de bénévoles qui donnait des cours de français à des jeunes MNA, mineurs non accompagnés, qui étaient hébergés dans un hôtel géré par le département de l'Hérault. Alors, rapidement, on y reviendra plus dans le détail sur certaines étapes, ce que l'on a fait lors de cette première année de recherche. Donc, on a suivi des étapes un petit peu classiques. On a commencé le projet en janvier 2021 et on a étalé la période de collecte des données entre mars et juin 2021. Donc, période, souvenez-vous, où il y a eu le 3e confinement en avril et qui a été parsemé de couvre-feu. À la suite de cette collecte de données, nous avons organisé des restitutions auprès des associations partenaires en novembre 2021. Donc, on va y revenir plus en détail en suivant. Et on a réalisé différents livrables, articles scientifiques, mais également un film audio, S'engager pour la cause migratoire, une relation aux personnes migrantes et à soi, que je vous invite à écouter, qui est disponible maintenant sur la plateforme Canal U. Donc ce film audio traite d'un point particulier dans le projet de recherche, qui est la relation entre accompagnants, accompagnantes et les jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes en avril 2022, le projet IMCOV est toujours en cours. Nous allons bientôt attaquer une 2e période de collecte de données, creuser davantage certains outils de recherche participative. Nous comptons notamment réaliser un 2e film audio, cette fois-ci avec les jeunes, on y reviendra également. Et in fine, ce projet IMCOV souhaite intégrer davantage d'autres acteurs qui font partie intégrante de la problématique de l'accompagnement de ces jeunes migrants en France et ici à Montpellier. Donc je vais laisser la parole à Anaïs qui va vous expliquer plus concrètement ce que nous avons fait sur le terrain. Oui, donc pour vous donner un peu la dimension très factuelle de ce projet de recherche, vous avez bien vu cette volonté d'inscrire à la fois une démarche de recherche scientifique, donc classique et rigoureuse, mais aussi de l'emmener vers une démarche participative. Donc méthodologiquement, on a mixé ces outils, si je puis dire. Donc on a utilisé classiquement les observations, donc 5 observations au sein des structures associatives et au sein des logements des personnes migrantes, c'est-à-dire qu'on a assisté aux activités que réalisent quotidiennement les associations. On a essayé de comprendre l'habité de ces jeunes migrants au sein de leur logement sur le territoire montpelliérain.
On a aussi utilisé l'outil classique de l'entretien semi-directif auprès des acteurs associatifs et des jeunes réfugiés. Donc on en a conduit au total 23. Et après, on a développé des outils qui relèvent davantage d'une démarche participative, donc les focus group. Donc les focus group, c'est des temps collectifs où on essaye de fédérer un groupe sur un questionnement commun dont les réflexions servent d'axe d'analyse pour le chercheur. Ce qui a été spécifique dans notre travail, c'est qu'on les a greffés à des dispositifs existants et produits et gérés par les associations qui étaient des ateliers podcast mis en œuvre en particulier par la CIMAD. C'est-à-dire que tous les samedis, il réunissait les jeunes à l'issue des cours de français pour leur donner l'opportunité de prendre la parole sur le sujet de leur choix afin qu'ils pratiquent la langue française et qu'ils partagent leurs réflexions et leurs représentations de ce qu'ils expérimentent quotidiennement en France. Et en fait, nous sommes greffés à ces ateliers-là et nous avons orienté certaines séances sur la question de la pandémie. Donc voilà comment on a greffé notre dispositif. Nous avons aussi organisé des ateliers collectifs avec les acteurs associatifs suite à la phase des entretiens, c'est-à-dire les phases d'entretien individuels nous ont permis de nous approprier la réalité des personnes enquêtées, de mieux cibler nos axes d'analyse. Et en fait, ces temps d'ateliers collectifs nous ont permis ensemble, avec les acteurs associatifs, de coproduire des résultats pour mieux documenter nos problématiques. Et on s'est focalisé en particulier sur la reconstitution de la trajectoire des associations concernées et sur la cartographie des réseaux d'acteurs qui étaient du coup, du fait de la pandémie, en évolution permanente. Et enfin, dernier dispositif, celui des ateliers participatifs que nous avons mobilisés au moment des restitutions des résultats, donc en fin d'année 2021. L'objectif était multiple, tout d'abord de certifier les résultats et les analyses que nous avions conduits en donnant un droit de regard et un droit de retour à nos participants sur le travail de recherche. Évidemment, il y a toujours des boîtes noires, des petits oublis, donc ça sert à valider notre démarche et aussi de proposer un débat et aussi, comme Ethan y reviendra ou on y reviendra par la suite, de montrer aussi à quel point la recherche, dans son travail notamment théorique, peut apporter des éclairages à des acteurs de terrain. Donc voilà ce qui s'est passé très concrètement durant cette année 2021 et je voudrais revenir maintenant sur les objectifs de la recherche participative. Donc on vous pose ici les objectifs, si je puis dire, théoriques d'une recherche participative et aussi ceux que nous nous sommes assignés. Je vais vous préciser un petit peu les nuances. Donc tout d'abord, une recherche participative, ce qui la démarque peut-être d'une démarche de recherche classique, c'est que la problématique qu'on pose, elle répond à la fois aux besoins des chercheurs qui cherchent à documenter des phénomènes sociaux, mais aussi aux besoins des non-chercheurs. Donc, c'est-à-dire qu'on est aussi parti de leurs besoins, de là où eux, ils avaient des besoins d'avoir des données, d'avoir des informations, de prendre le temps de mener des nouvelles réflexions. Et c'est de cette démarche qu'est née la problématisation du projet de recherche INCOV. L'objectif d'une recherche participative, elle est aussi d'impliquer les non-chercheurs à différentes étapes du projet de recherche, ce qui peut aller de la formulation de la problématique, comme je viens de vous le dire, à la collecte de données, à la phase d'analyse. Dans notre cas, par exemple, nous avions souhaité, on va y revenir, impliquer les personnes au moment de la définition des protocoles méthodologiques. On vous expliquera pourquoi, mais à ce moment-là, le lien de confiance n'était peut-être pas assez établi pour y arriver. Et donc, en fait, on a réussi à mobiliser pleinement toutes les parties prenantes dans la phase de collecte, dans la phase d'analyse et dans la phase de restitution des données. Ce qui est hyper important aussi dans une recherche participative, c'est de dire que tous les savoirs se valent et les connaissances, c'est-à-dire que les savoirs et connaissances d'un chercheur valent autant que les savoirs et les connaissances des acteurs de terrain, des jeunes migrants. Donc, comme on vous parle ici du point de vue des chercheuses que nous sommes dans une instance qui est celle de ce webinaire où nous serons sûrement en présence de plusieurs collègues chercheurs, une recherche participative, la première chose à faire, c'est de déconstruire sa posture dans une logique de déconstruire les hiérarchies, les rapports de domination, parfois explicites, parfois implicites, entre chercheurs et non-chercheurs. Et il faut vraiment faire l'effort, le travailler, d'où notre démarche d'ouvrir cette boîte noire de la fabrique de notre recherche, d'instaurer et de créer les conditions d'un dialogue horizontal entre toutes les parties prenantes. Et du coup, de ce fait, tout est lié. Il y a cette volonté sur la temporalité d'un projet de recherche sur laquelle on vient, d'être dans un dialogue permanent avec tout le monde, et donc aussi ce devoir qui est même de l'ordre de la déontologie scientifique et même de l'éthique, qu'on voit de plus en plus dans les travaux contemporains, déjà de restituer nos résultats aux partenaires, d'ouvrir le débat et leur donner ce droit à la parole et à la réponse.
Et évidemment, tout cela, pourquoi on le fait aussi? C'est parce qu'on a cette conviction que ces démarches-là nous permettent de créer des savoirs nouveaux et originaux, avec une réelle validité et rigueur scientifique, mais qui ne peuvent que mieux servir les réponses à apporter aux enjeux auxquels font face nos sociétés actuelles. Voilà, donc je vais passer la parole à Ethan. Alors, pour mettre en œuvre tout cela, pour arriver au moment où on arrive à mettre tout le monde autour de la table et avoir un discours transparent, clair et décomplexé entre les chercheuses et les non-chercheurs et non-chercheuses, il est important de prendre en compte les différentes temporalités d'un projet de recherche participative. Et on aimerait insister là-dessus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des temps incompressibles dans une recherche participative. Il y a un temps que l'on nomme le temps de l'immersion au début du projet, qui commence même en amont du projet, grâce à certaines personnes que l'on remercie chaleureusement au sein de chacune des structures, des interlocuteurs et interlocutrices clés qui nous ont fait confiance dès 2020, quand on était à la recherche de financement pour monter ce projet, qui étaient intéressés par cette problématique de recherche et qui nous ont ouvert leurs portes, les portes de leur structure, pour mener à bien ce projet. Et il a fallu ensuite tout un temps pour s'approprier la démarche participative. Et quand je dis ça, c'est pour que les partenaires associatifs se l'approprient, mais également nous, l'équipe de recherche. Parce qu'entre ce que l'on avait prévu et ce qui s'est passé, il faut justement être tout le temps dans la construction, la co-construction permanente. Et cela se passe à l'épreuve du terrain. On doit nouer des liens de confiance avec les individus. Et petit à petit, on a réussi à se faire une place un petit peu particulière au sein de l'écosystème des associations. Donc on a mené notre collecte de données et on en est arrivé à ce moment assez particulier des ateliers collectifs au mois de juin, donc des vrais moments d'échange et de partage. On arrivait devant les associations en se mettant un petit peu à nu, c'est-à-dire que voilà, on leur présentait nos premières observations, nos premières analyses, et on leur a demandé de travailler avec nous pour creuser certaines thématiques, certains axes de recherche qu'on a organisés autour d'exercices très pratico-pratiques, donc ce que vous avez expliqué Anaïs précédemment. Donc là, on travaille vraiment ensemble, et ce travail-là nous mène ensuite à un vrai temps de co-réflexion avec ces moments des restitutions. Comme on vous l'a expliqué, ce n'était pas seulement le fait de présenter nos résultats aux associations et de fermer le chapitre, non. Là, l'objectif pour nous, c'est que ces restitutions-là, elles font partie de la démarche de recherche. Ce qu'il en ressort, ça va nous permettre d'analyser plus en profondeur certains de nos résultats. Et on le fait toujours actuellement, par exemple avec le film audio. On recueille actuellement les retours sur ce film audio. Ça nous permet de creuser nos analyses et donc d'avoir ce dialogue horizontal avec les partenaires. Donc ce sont vraiment des temps très importants. Et accepter et prendre en compte ces différentes temporalités, ça nous conduit en tant que chercheuse également à réfléchir à notre posture de chercheuse sur le terrain. Parce que la recherche participative, elle renouvelle les pratiques de recherche, mais elle renouvelle surtout la réflexion que l'on a sur l'échange, le partage que l'on a avec les acteurs de terrain. Ça, c'est très important pour Anaïs et moi-même. C'est des questions que l'on se pose depuis plusieurs années dans nos parcours académiques, dans nos thèses de doctorat, de réfléchir à déconstruire un petit peu cette relation entre le sachant et le racontant, donc le chercheur qui arrive sur le terrain avec cette posture du sachant. Si on arrive un petit peu à retravailler, rediscuter cette posture-là, on peut être plus à même de créer ce dialogue horizontal qui va nous permettre de valoriser les expériences, les savoirs, les connaissances, les compétences de chacun et de chacune, tout ce que le terrain peut nous apporter, et également de revaloriser l'utilité sociale des sciences humaines et sociales et de la démarche scientifique. Car nous en sommes convaincus, on est arrivé sur le terrain, on arrive en tant que chercheurs et de chercheuses avec des cadres d'analyse, avec une rigueur scientifique, avec des cadres méthodologiques, et de montrer comment ces acteurs de terrain peuvent s'approprier toutes ces démarches scientifiques vraiment au niveau de leurs problématiques de terrain, leur réalité opérationnelle. Et c'est réussir à faire ce lien-là.
ce qui nous permet d'avoir un dialogue constructif, stimulant, que les partenaires terrain puissent s'approprier pour leurs propres actions. Et nous, en tant que chercheuses, bien entendu, comprendre en finesse des pratiques, des représentations, des réseaux d'acteurs, etc. Mais faire ce travail-là, forcément, donc ça discute cette posture et ça met en avant le fait, déjà d'une, qu'en choisissant de travailler sur telle ou telle thématique, ce n'est pas anodin, on ne travaille pas sur telle thématique n'importe comment, on va dire. Donc ça rediscute directement cette fameuse neutralité du chercheur qui doit être rediscutée. Et ça peut nous positionner dans une situation, on a nommé ça d'intermédiaire, de facilitatrice sur le terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, on met nos savoirs, nos compétences scientifiques au service des personnes qui travaillent sur le terrain et au service de leurs problématiques. Donc, on revendique avec Anaïs le fait d'être ces chercheuses en société qui peuvent justement faire ce lien entre ce monde académique et ces acteurs de terrain. Donc, maintenant que l'on a posé tous ces points-là, il est nécessaire de revenir sur certaines difficultés ou en tout cas des choses à prendre en compte quand on gère une recherche, quand on mène une recherche participative et auxquelles on a été confronté au sein du projet INCOV. Voilà, donc vous voyez bien un peu la logique de notre propos, c'est déjà de vous dire on part tous de quelque part. Dans une certaine posture, on se situe à un certain endroit. Donc notre première invitation, c'est de se demander où on se situe, donc notamment en tant que chercheur de déconstruire sa posture, qu'à partir de là, on peut peut-être établir un cadre de coopération vertueux pour tous, pour mener une recherche participative. Évidemment, cet idéal d'une horizontalité parfaite, etc., elle n'est pas facile toujours à poursuivre. Et nous, on l'a vu sur des éléments très factuels. Donc, par exemple, aujourd'hui, dans notre cadre scientifique tel qu'il est conçu actuellement, c'est-à-dire le cadre institutionnel, il est encore mal adapté. Donc, par exemple, nous, notre démarche, elle a été dès le départ de vouloir afficher, si je puis dire, juridiquement l'égalité entre toutes les parties prenantes à travers une convention partenariale. La difficulté qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas pu reconnaître le statut de tous les acteurs de cette recherche au même niveau. Donc, par exemple, les associations et l'UMR Ardev sont reconnus comme porteurs de projets. Et par exemple, l'acteur du tiers secteur de la recherche que nous sommes en tant que NARO, on ne pouvait pas adopter cette casquette-là. Donc, nous avons le statut, par exemple, de prestataire de service. Donc, c'est juste pour vous montrer que les cadres sont parfois compliqués encore à manier pour créer ces conditions idéales. Et puis, il y a aussi celle de la temporalité. On vous a expliqué que toute cette réussite du projet INCOV repose sur l'engagement des différents acteurs basé sur un lien de confiance. Nous avons amorcé le travail sur cette convention avec l'appui de la MSH et de différents membres de la MSH, c'est-à-dire autant mobilisés sur les aspects recherche qu'administratifs dans l'élaboration de cette convention dès la fin 2020. Nous sommes en avril 2021. Cette convention n'est toujours pas éditée. Donc vous voyez à quel point ça porte préjudice d'une certaine manière à la bonne réalisation d'une recherche participative. Et je suis sûre évidemment que les collègues chercheurs qui nous écoutent rencontrent aussi ce genre de difficultés dans la conduite de leur projet, quel qu'il soit. C'est juste d'oser les mettre sur la table. On voit aujourd'hui qu'il y a quand même une appétence, notamment par les jeunes chercheurs et chercheuses, à mener des recherches participatives ou en tout cas qui s'interrogent sur le rôle à donner à chacune des parties prenantes dans une relation classique chercheuse-enquêtée. On voit bien aujourd'hui que si les envies sont là, parfois les sources de financement sont encore très limitées. Il est difficile de trouver des appels à projets ou des appels d'offres qui nous permettent de mener ces types de recherches. Et vraiment une volonté de dire il faut que ça s'élargisse beaucoup plus. Et aussi, il suffit d'écouter, peut-être pour vous donner du concret de chez concret, si vous voulez voir un peu ces élans de la jeune génération de chercheurs, je vous invite à découvrir le podcast Thésard 2, qui aborde largement ces sujets-là, où vous pouvez voir aussi l'émergence d'une nouvelle revue qui s'appelle la Revue française des méthodes visuelles, portée par un collectif de jeunes docteurs qui se posent des questions sur, à partir du moment où on veut faire de la recherche ensemble, comment on s'y prend, qu'est-ce qui marche pas, et je pense qu'il faut être particulièrement sensible à ces initiatives à l'œuvre. Et enfin, quand même, des vigilances, comme on vous l'a dit. Aujourd'hui, il y a un élan dans lequel nous, on s'engage fortement, qui est celui de reconnaître le rôle du tiers secteur de la recherche, c'est-à-dire des acteurs
qui ne sont pas des titulaires des universités ou des centres de recherche, mais qui ont de la légitimité à produire, elles aussi, des recherches de qualité. À la fois, ça peut être des acteurs privés, comme Narolé, ça peut être des associations, ça peut être des groupements de citoyens, etc., etc. Nous croyons beaucoup dans ces démarches et pour autant, nous pensons qu'il est vraiment essentiel de poser un cadre, de mener des réflexions, de questionner nos manières de faire, comme on le fait dans ce cadre de ce webinaire. Parce qu'évidemment, surtout quand on travaille sur des enjeux aussi sensibles que les migrations et auprès de personnes vulnérables, voilà, il faut savoir bien le faire. Et donc, en ce sens, juste vous évoquer l'existence d'un réseau naissant, qui est le réseau RAPSO en Occitanie, qui participe de cet élan-là. Donc, juste pour vous dire voilà, qu'on y réfléchit en continu, au quotidien et de manière collective, et que c'est ça qui est intéressant. Et pour terminer ce propos, donc à la fois un effet de redite sur les idées fortes à retenir et à la fois pour aller un peu plus loin, on a essayé de vous démontrer à quel point il y avait des temps incompressibles dans la recherche participative qui sont surtout liés au temps pour que tous les individus qu'on veut mettre autour de la table s'y mettent de leur propre volonté et se fassent confiance entre eux et puissent produire ensemble quelque chose qui est de l'ordre du win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant avec une vraie réciprocité entre chacun. Ça pose à la fois une vraie question, s'il y a des temps incompressibles, quelle est donc la pérennité des projets de recherche face à des temporalités courtes des acteurs sur le terrain. Comme vous l'avez vu, nous avons travaillé dans des contextes d'incertitude produits par la crise sanitaire. Nous travaillons avec des publics vulnérables dans des parcours d'insertion plus ou moins durables ou éphémères du fait des politiques migratoires. Nous ne savions pas combien de temps ces jeunes migrants seraient à nos côtés pour mener notre projet. Et nous avons aussi les réalités et les temporalités des acteurs associatifs qui sont, comme vous le verrez dans nos publications, de plus en plus, et dans les travaux d'autres auteurs, pris par des temporalités qui sont celles de l'urgence. Comment on fait cohabiter ces besoins de prendre le temps de faire une recherche participative de qualité dans des contextes où les temporalités des acteurs du terrain ne sont pas les mêmes et s'inscrivent souvent sur du court terme. Donc, pour vous donner encore plus de concret, nous avons donc travaillé avec 3 équipes de projet. À l'heure actuelle, en 2022, sur ces 3 équipes, il n'en reste plus qu'une. Elles se sont dissoutes soit parce que le projet s'est terminé, soit parce que confronté à tant d'adversités, il y a eu des désengagements pour des réengagements ailleurs, mais en tout cas, ces équipes n'existent plus en l'état. Donc aussi, une invitation de notre côté pour cette IMCOV 2 de changer d'échelle quand on se lie aux acteurs de terrain en ne travaillant plus à l'échelle des équipes, mais des associations dans leur ensemble, pour être sûr de pérenniser toute cette production vive et riche que permet la recherche participative. Aussi, vous voyez dans notre propos, si on part, on est tous d'accord pour dire, toutes et tous d'accord pour dire que voilà, la recherche participative, c'est changer dès le départ la vision de la recherche en disant elle doit répondre aux besoins du chercheur, mais elle doit répondre aussi aux besoins des différentes parties prenantes, et qui sont souvent non pas des académiques, mais des acteurs de terrain. On glisse donc d'une démarche de recherche classique à une démarche de recherche participative à une démarche de recherche au service de l'action. Ce qui, comme vous l'a expliqué Itam, met le chercheur dans des postures différentes par rapport à ce mythe de la neutralité qui est jusque-là cultivé. Et donc, du coup, il faut vraiment travailler cette réciprocité. C'est-à-dire qu'en moi, en tant que chercheur impliqué dans une démarche de recherche participative, je gagne une production de données, un droit de regard sur des nouvelles réalités sociales et collectives. Qu'est-ce qui gagne les gens avec qui je travaille? Et ça nous implique surtout dans les sciences humaines ou sociales où nous travaillons sur des sociétés et des thématiques faites de social et donc avec des dimensions politiques dans sa définition large, de ne pas décontextualiser les savoirs que nous produisons. Donc voilà, donc un peu une invitation à assumer que nos savoirs sont situés, que notre posture n'est pas neutre, mais à la fois la questionner, la déconstruire, l'interroger en permanence pour toujours se situer le plus justement en tant que chercheur et en conservant notre rôle qui est très intéressant, qui est celui du chercheur. Voilà. Et pour conclure, vous dire que évidemment c'était notre année 1. On a essayé de vous montrer à quel point nous étions dans l'expérimentation d'une démarche participative. Nous allons continuer en 2022. Dans cette année 1, comme vous l'avez vu avec ce que vous a dit Ita, nous avons fait un film audio qui donne la parole aux accompagnants et accompagnantes. Nous voulons donner cette année la parole et un droit de réponse aux personnes migrantes en allant encore plus loin, c'est-à-dire en leur laissant fabriquer le film qu'ils souhaitent de la manière qu'ils le souhaitent. On verra si on y arrive. On n'aura aucun problème à vous évoquer aussi toutes les difficultés. Ça fait partie des résultats de la recherche aussi. Nous inviter toutes et toutes, chercheurs et chercheuses,
à discuter nos manières de fabriquer de la recherche, parce que c'est de cette manière qu'on pense qu'on peut la mettre de plus en plus au service de vrais enjeux à la fois de société et académiques. Nous vous remercions pour votre attention et nous avons hâte d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Ethan et Anaïs, pour cette présentation que je dirais riche d'enthousiasme et de perspectives. Donc voilà, c'est l'heure maintenant d'échanger avec le public de ce webinaire et un peu avec moi aussi parce que j'ai quelques questions aussi de mon côté. Je jette un coup d'œil au chat. On a déjà donc deux questions qui ont été formulées. Alors je dirais deux questions un peu différentes, dans le sens où l'une interpelle un peu votre méthodologie finalement de travail, participative, etc. Et l'autre est plus centrée sur l'impact finalement de la Covid sur l'accueil des migrants. Donc je vais peut-être vous poser celle-là en premier, puisque moi mes questions en plus mobiliseront plus le volet méthodo. Donc la première question, c'est le d'Hervé. La Covid a-t-elle eu un impact sensible attribuable à la pandémie sur l'accueil des migrants, ou bien a-t-il permis d'abord de révéler, avec une acuité nouvelle, des dysfonctionnements déjà existants? Donc voilà, si je comprends bien la question, c'est qu'est-ce qui est attribuable finalement à la Covid, et en quoi finalement la Covid finalement a révélé des choses qu'on connaissait déjà, mais avec une acuité nouvelle. Hervé, oui, effectivement, ça a été un coup de projecteur, cette Covid-19, sur des dysfonctionnements qui étaient déjà existants. Pour citer un exemple qui est quand même assez fort et sur lequel on souhaite travailler, notamment sur cette deuxième année, c'est la question de la dématérialisation, par exemple, des prises de rendez-vous en préfecture. Donc ça existait pas bien avant, mais depuis quelques années, à savoir que normalement, dans le droit, les préfectures doivent assurer, on ne peut pas mettre en place une prise de rendez-vous 100% numérique. Il doit toujours y avoir un accueil physique. Donc le défenseur des droits avait publié un rapport avant la Covid-19, enfin, c'était en 2020, c'était en 2020 ou pendant. Oui, c'est ça, en 2020. Le fait est qu'avec cette Covid-19, bien entendu, fermeture de tous les locaux, etc. Donc, nous, on a appelé ça un effet d'aubaine dans nos résultats. Effet d'aubaine parce qu'on se sert de cette Covid-19 pour dire, oui, forcément, on doit fermer les locaux, donc c'est que des prises de rendez-vous online. Qu'est-ce que ça a produit? Typiquement, en fait, des personnes migrantes qui se sont retrouvées, même parfois en situation irrégulière, car impossibilité d'avoir un rendez-vous, donc impossibilité de renouveler les titres de séjour, etc. Et encore plus de travail pour les associatifs qui passaient leur temps à essayer d'accompagner les personnes pour prendre des rendez-vous. Donc, vraiment, on se retrouve avec des phénomènes qui étaient déjà en place, qui commençaient à être mis en place, et ça rejoint de toute façon les débats que l'on a actuellement sur la numérisation à outrance d'énormément de services publics, d'énormément d'administrations actuellement. Donc oui, effectivement, il y avait des choses qui existaient déjà avant, parce qu'après, les impacts, il y a eu des effets d'urgence, bien sûr, surtout liés au premier confinement. Ça a pris tout le monde de surprise. Donc les associations, d'ailleurs, ont fait preuve d'une réactivité impressionnante, car elles sont habituées à gérer les crises, elles sont habituées à gérer les urgences. Donc il a fallu mettre en place très rapidement des dispositifs pour pallier aux urgences alimentaires, des choses comme ça. Ça a été bien géré. Ça, c'est ce qui a trait à l'urgence, mais après, effectivement, il y avait énormément de choses sous-jacentes. Il me semble que ce sont des exemples importants à mettre, à expliquer. Après, le fait est que oui, sur ce moment-là, ça n'a fait qu'exacerber l'isolement spatial et social de certaines personnes migrantes, et exacerber les dysfonctionnements de certaines structures associatives, qui fonctionnent par projet. Qui doutent de la pérennité de leur fonctionnement, de la pérennité de leur financement. Ça, c'était des réalités auxquelles... ça fait déjà plusieurs décennies que des chercheurs et des chercheuses le documentent. Voilà.
Après, on vous invite à aller voir nos publications qui justement détaillent toutes ces questions-là. Pour compléter, en résumé, il y a eu des effets, si je puis dire, réversibles, qui s'inscrivent sur des temporalités. On a vu des retours à la normale ou des évolutions, mais qui ont été à la fois bénéfiques pour les associations, par exemple de créer des dispositifs hybrides entre du numérique et des personnes migrantes. Ce qui nous interpelle le plus et qui pose beaucoup de questions et qui sera l'enjeu de IMCOV 22, ce qu'on a un peu peur, si je puis dire, c'est dans cette relation acteur public, acteur associatif. On a bien compris à quel point lier des liens entre ces deux acteurs est un travail de longue haleine, associé à du travail de plaidoyer, à une énergie à dépenser au quotidien pour rester en lien avec ces acteurs-là. Et on voit quand même que la Covid, elle a précipité un bouleversement dans un rapport de force au bénéfice de l'acteur public. Et c'est vrai qu'on s'interroge sur quelle va être la capacité de ces associations de reprendre un peu les rênes et de recréer des conditions de dialogue un peu plus équilibrées. Donc je vous parle par exemple d'exemples très concrets comme la défense de cas en direct, droit dans les yeux, avec des agents de la préfecture de certaines situations de personnes migrantes et pas s'en tenir au jeu habituel des numéros de dossier, des traitements complètement réalisés à distance par la préfecture. Donc ça, c'est peut-être une des craintes des principaux effets long terme de la Covid-19. Voilà. Merci. J'en viens aux questions plus finalement sur le chat. En l'occurrence, on a une question de l'outil de l'éducation populaire. Voilà, je commence. Vas-y. Alors pour vous dire toute notre petite tambouille, avant même que le projet se lance, on avait cette volonté, comme on vous l'a dit, de définir la problématique et les protocoles méthodologiques avec les personnes des associations. Donc par exemple, on a fait nos outils classiques que sont par exemple les grilles d'entretien, mais qu'on a fait sous forme de petits livrets pédagogiques où on expliquait pourquoi le chercheur passe par cette étape-là, pourquoi c'est important de poser ces questions de cette manière-là. Donc on leur a vraiment pédagogiquement autant qu'on pouvait présenté nos outils en se disant bon bah voilà, maintenant ils ont compris la tambouille, ils vont réagir, ils vont dire bah non en fait cette question pour vous elle semble importante mais pour nous elle est de l'ordre de l'évidence. Par contre vous êtes passé complètement à côté de ça. Le résultat concret de cette première étape a été que ça s'appelle un flop, il faut le dire très honnêtement, puisque c'est vrai que les gens nous connaissaient depuis à peine 2 mois et je pense que tout simplement ils n'ont pas osé se saisir de ces outils-là et d'oser mettre leurs pattes sur notre travail. Je pense que c'était aussi dans cette logique de respect mutuel. Par exemple, c'est la première chose qu'on commence à faire en ce moment parce qu'on est en train, comme Ethan vous l'a dit, de lancer la phase de collecte de données d'IMCOV 2022 et là pour le coup on a fait des petites notes méthodologiques et on leur dit allez-y, on veut voir des suivis de modifications et des commentaires par le quotidien et en continu d'Ethan d'être toujours présente en fait, c'est-à-dire être présente sur le terrain en continu. Donc par exemple RESF 34 a des permanences tous les mercredis après-midi, et ben Ethan elle y allait, il y avait besoin qu'on voit qui est Ethan, qui elle représente, pourquoi elle est là, qu'est-ce que ça peut apporter, donc un temps de dialogue vraiment en continu. La recherche participative elle implique ça, c'est-à-dire un processus qu'on pourrait qualifier de chronophage où ça ne doit pas être des apparitions ponctuelles du chercheur. Le chercheur doit montrer qu'il est quelque part un allié qui est là tout le temps et qui est prêt à regarder le quotidien des autres. Et on le voit parce que même au sein de l'équipe, ça a généré beaucoup de débats. Par exemple, on estime qu'on est des chercheurs engagés et concernés sur le sujet de la migration. Et je pense que toutes les 4 chercheuses que nous sommes dans ce projet, on a été bouleversés quelque part. On s'est pris à la figure des sauts de ce que c'est le vrai engagement, le militantisme, de ce que c'est aussi de regarder la migration à travers leur regard à eux. Donc en fait, c'est ça qui est génial dans la recherche participative. Après, tu peux peut-être décrire comment on a pensé et conçu nos ateliers de l'été ? Du mois de juin, oui. Et effectivement, pour répondre à la question, c'est vrai qu'on a mobilisé de toute façon des outils de l'éducation populaire, l'éducation non formelle, donc tout le temps, vraiment avec papier, crayon, post-it, affiche, crayon de couleur et feutre, jeux de rôle, etc. Donc là où justement on travaillait sur des exercices à plusieurs mains. Donc nous on est arrivé à l'issue de nos observations, de nos analyses, avec par exemple, voilà, on a réussi à redessiner votre réseau d'acteurs de cette manière-là. À votre avis, est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce que vous pouvez nous aider? Donc là, on travaillait à plusieurs au tableau pour essayer de définir, de désigner les types de liens faibles, forts entre les différentes structures, etc. Donc il y avait ces moments en petits groupes
C'est vrai qu'on se divisait en petits groupes. Il y a eu des moments où on a été un petit peu en plénière. Bon, ça dépendait aussi du nombre de participants et de participantes. On a fait des ateliers quand même à un nombre restreint. Et après, oui, voilà, il y avait un petit peu cette idée de jeu de rôle. Et les restitutions, là, ont été organisées de manière un petit peu plus classique. C'est vrai qu'il y avait présentation et ensuite débat. Ouvrir le dialogue et débattre ensemble en écoutant les avis de tout le monde. Et là, on est plus, je dirais maintenant, dans cette phase de recueil de tous les retours actuellement, que l'on sédimente pour nous permettre de développer ce que l'on souhaite faire dans cette prochaine collecte de données. Donc oui, on a énormément mobilisé de toute façon tous ces outils-là. Et on a aussi repris plaisir à redécouvrir la légitimité de notre rôle un peu classique de chercheuse. C'est-à-dire, vous voyez bien que ces acteurs de terrain n'ont pas les mêmes temporalités que nous. Nous, on a été dans une posture d'observatrice pendant très longtemps et après d'élèves qui restituaient ce qu'elle avait compris et qui demandaient une correction. Et ce qui a été très agréable, c'est à l'automne, dans ce temps des restitutions, donc on est à plus de 9 mois du début du projet, d'avoir enfin quelque chose à leur livrer, de ce qu'on a compris, et puis surtout de donner le rôle de la théorie. On a pris énormément plaisir à leur dire, bon, vous voyez, en fait, vous agissez au quotidien dans ce cadre-là. Qui s'inscrit dans une politique nationale, dans un système de société démocratique, etc. Et de les aider à se resituer dans tout ça, en leur disant, bah, vous voyez, surtout quand vous êtes engagés, militants, bah, en fait, la réalité de vos marges de manœuvre, elles sont celles-ci. Et nous, on y a trouvé beaucoup de reconnaissance à notre métier de chercheuse de venir apporter cet éclairage-là. Éclairage, c'est pas un mot facile, ça. Là. Donc, il y a eu ça. Et ce qu'on a beaucoup apprécié, et c'est tout le rôle d'IMCOV 2, c'est que tout ça... On a été confrontés au fait, comme doivent y être confrontés d'autres chercheurs et chercheuses, que parfois l'écrit et la production scientifique, elle permet de ne pas tout révéler du sensible d'une recherche. Et d'où le choix de travailler à un film audio. Et ce film audio, au bout d'un moment, il était pour raconter, c'est-à-dire cet engagement, cette émotionnalité quand on travaille sur ces sujets-là. Et en fait, il a eu un rôle beaucoup plus que ça, c'est que c'est devenu un outil de médiation. C'est ça. Donc on a choisi aussi le format audio, parce que l'audio, ça oblige à se confronter à une dimension qui est un peu de l'intime, c'est-à-dire on ne peut pas consommer le son comme ça, il faut se plonger un peu dans quelque chose d'intimiste, d'avoir vraiment une disponibilité à l'écoute. Et ce qu'on a tout de suite senti, c'est que les gens ont saisi les messages, se sont ouverts aux propos et ont eu envie de même de les remobiliser dans leurs équipes, en disant, en fait, ça peut être un point de départ pour générer du dialogue en interne. Et c'est l'enjeu d'IMCOV 2. À partir de ce film audio, on veut re-rencontrer les équipes, le réécouter ensemble, le débriefer ensemble, et que ce soit cet outil qui nous permet un peu de faire une mise en miroir, de prendre un temps d'arrêt, de rentrer dans une démarche un peu réflexive sur, OK, pourquoi on agit tous les jours quand on agit dans un sujet qui est aussi difficile et qui fait face à autant d'adversité, et de dire, voilà, on a un point de départ pour savoir par quoi on commence, quoi. Donc voilà, en fait, le participatif, il s'est aussi redéfini en permanence. Il a été là parfois, il a été parfois très intense. Et ça aussi, il faut l'assumer. En fait, si on prend les 12 mois d'IMCOV, on peut l'appeler recherche participative. Nous, on est capable de justifier, on espère vous le démontrer, qu'elle est participative, mais elle ne l'est pas toujours, tout le temps, et avec la même intensité. Et je pense qu'elle va l'être de plus en plus. C'est ça, parce qu'il y a différents temps, il y a différents moments. Il y a des moments où, de toute façon, la recherche doit se faire et on doit sédimenter aussi tout ce qui se passe. Donc, et revenir après au terrain. Surtout quand on travaille, ce qui est rare, sur un phénomène social en cours. Qui est en train de se faire, de toute façon. Donc, on n'avait qu'un an de projet qui est lié à la temporalité d'un projet de recherche comme celui-ci. On a la temporalité des assos qui nous incite à du court terme. Et on a l'urgence de vivre la crise pendant qu'elle se fait. Donc évidemment, là, on a tous et toutes besoin de ce temps, de dire, OK, maintenant qu'on a posé un panorama, qu'est-ce qui est important, vers quoi on va, quoi. Ensemble. Merci. C'est pour partie l'historien qui parle, là, mais j'ai été frappé, moi, durant votre intervention, d'entendre, encore maintenant, d'ailleurs, dans la réponse à la présente question, la question du temps. Voilà, hyper présent, du temps, de la temporalité, des temps incompressibles, comme vous le disiez, du temps de la recherche qui n'est pas celui du temps de l'action, etc. Je l'ai entendu aussi à un autre moment aussi dans l'intervention, au sens où il y a aussi, on le lit bien aussi dans le projet, qu'il y a aussi tout un temps d'amorçage du projet, de l'instauration d'un lien de confiance, de la co-construction du questionnement, de l'incubation du projet, etc., etc.
on sent voilà, ce temps finalement qui s'étire dans le projet et qui m'amène à vous poser une première question là-dessus sur finalement, est-ce que ce type de temporalité nécessitée par la recherche participative, collaborative, etc., est compatible aujourd'hui avec le financement sur projet, finalement, qui pèse à la fois sur le monde de la recherche, comme sur celui d'ailleurs des acteurs associatifs aussi du reste, qui sont aussi contraints à ce type de choses, et qui de fait aussi, cette mécanique sur projet, elle invisibilise finalement aussi tout ce travail en amont, qui n'est en plus la plupart du temps pas financé, du coup, pas soutenu. Voilà, donc c'est une question dans laquelle il y a déjà la réponse en fait d'une certaine manière, mais je vous invite à la commenter. Souci, on aime beaucoup chez Naro faire ça. Hein, je me lance et tu étais. Non, mais évidemment que cette logique de financement par projet sur des durées de 12 mois, elle est plus que préjudiciable à la bonne fabrique d'une recherche, c'est évident. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, qui sont les ressources vives d'un projet de recherche ? C'est le chercheur et la chercheuse. Et en fait, de gérer ces recherches de financement, de gérer ces contraintes administratives qu'on vous a évoquées, de gérer tout l'autour, de déjà gérer la presse. C'est-à-dire, on commence un projet de recherche en se demandant comment on va le faire survivre en année 2. Et bien en fait, désolé de vous le dire, mais vous épuisez vos chercheurs et vos chercheuses en travaillant de cette manière. Et là où ils ont une vraie valeur ajoutée, en fait, vous les détournez de ça. C'est-à-dire que moi, je pense que dans ce projet, on a été autant administratif, commercial. Qu'est-ce qu'on a été d'autre ? On a été tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas été plus chercheuse que le reste, quoi. Et ça, je pense que tous les chercheurs y sont confrontés, quelle que soit leur fonction qu'ils doivent assumer dans le cadre de leur métier. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème parce qu'il y a une charge mentale qui s'ajoute quand on mène ce genre de recherche, c'est qu'on est redevable. On est redevable des gens à qui on a dit un matin, alors qu'on sait très bien à quel point les chercheurs sont peu identifiés, peu reconnus dans notre société. Alors peut-être l'effet Covid va faire rendre compte à tout le monde à quel point on a sûrement besoin des sciences humaines et sociales. Hein. On doit tous l'expérimenter à notre échelle. Mais quand on vient chercher des gens, on dit ce serait bien que dans ta réalité, tu nous intègres, fais-moi confiance. Et que nous, en plus, chez Naro, on a ce rôle d'intermédiaire entre chercheurs et acteurs de terrain. Et qu'à chaque fois, on dit faites-nous confiance, on va faire ci, on va faire ça. Et que derrière, on a une machine institutionnelle et académique qui nous met toujours en défaut et qui ne nous permet pas de tenir nos engagements. Mais c'est dramatique, en fait. Donc oui, ce financement par projet, il n'est pas bon. Et vous voyez bien comment on vous le présente. C'est-à-dire, nous, on a commencé IMCOV, c'était un pari risqué pour nous. Vous avez accepté de nous faire confiance. Et encore, la MSH est un acteur hybride, complètement en phase avec ce dialogue société-recherche et avec des dispositifs de financement qui le permettent. La Fondation Croix-Rouge nous a financés. Ils ont fait un pas de côté par rapport à leur méthode habituelle de financement. Normalement, ils financent des bourses post-doctorales d'1 an pour une chercheuse. Ils ont accepté de se dire « Ok, ça vaut peut-être le coup de revoir nos manières de faire ». Donc, vous voyez déjà l'énergie qui a été mise pour arriver à ça. Et nous, on s'est dit « Ok, Naro, en tant que structure privée, va faire un pari fou d'investir financièrement sur ce projet en espérant que cette petite graine se sème ». Donc, on a commencé avec ça. On a fini en réussissant, en disant comment on renouvelle 2022. Et vous voyez comment on vous le présente. On est déjà en train de se dire comment ça va survivre à 2023. Et en vous disant, la recherche participative, elle doit aussi se raisonner en termes de financement multipartite. Les acteurs du tiers secteur doivent payer, les acteurs de la recherche doivent payer, les associations peuvent contribuer avec des ressources. Et là, vous le voyez bien, il y a un grand absent dans notre projet de recherche, c'est l'acteur public. Et l'enjeu de 2023, c'est de mettre aussi l'acteur public autour de la table. Mais vous imaginez, on sait tous ce que c'est que cette réalité-là au quotidien, c'est parfois se demander jusqu'à où ça vaut la peine de dépenser cette énergie-là. Eh bien, ça vaut la peine, puisque c'est une fabrique d'une société qu'on fait ensemble, collectivement. Donc ça vaut le coup. Donc ce serait bien que nos décideurs et nos financeurs juste créent des conditions favorables à ça. Et on ne parle pas de grosses révolutions, on parle de créer des nouvelles lignes budgétaires. C'est tout. C'est tout. Mais sur ce point, en plus, ce qui a été intéressant sur le terrain, parce qu'effectivement, le monde de la recherche et cette fabrique, au niveau des financements que nous, on connaît et peu connu du public, mais ça nous a créé un lien avec les associations, parce qu'elles aussi, elles ont des difficultés pour avoir des financements, et elles aussi, elles sont contraintes par des financements par projet. Et ça a été notamment le cas avec la Croix-Rouge et ce dispositif pilote, qui n'existe plus maintenant, à savoir que c'était un dispositif, ils avaient 14 mois à la base pour assurer l'intégration complète d'une 50aine de jeunes réfugiés en France. La Covid, justement, ça a été un effet d'aubaine. Ils ont réussi à avoir
des financements supplémentaires et donc le dispositif a duré 2 ans. Mais du coup, ces personnes-là, quand on leur a expliqué que nous aussi, on avait un projet qui était sur une année, etc., pour mener ce travail-là, en fait, comprenaient nos difficultés parce qu'elles sont confrontées également à ces mêmes difficultés financières et à pérenniser leur mission, leurs actions. Et elles aussi, elles sont entre ce jonglage très difficile à mener, entre je dois mener mes actions au quotidien, les urgences, les impondérables, et essayer de voir un petit peu sur le long terme. Ce qui est très compliqué à faire. Et je pense que la variable d'ajustement entre eux et nous dans ces situations-là, il n'y en a qu'une seule, c'est l'engagement individuel. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que aussi bien dans nos milieux de la recherche que dans ces milieux du travail social, pour vous dire, dans ce projet IMCOV, on a été confronté à plusieurs cas faut le dire clairement, de dépression, de burn-out, etc. Et en fait, et au bout d'un moment, il faut lever la tête du guidon et se dire, à quel prix tout ça, en fait. Donc et puis je ne sais pas comment va résonner chez nos interlocuteurs ce projet-là, on peut le dire très concrètement. Un projet comme ça qui produit quand même des résultats multiples, rien qu'en termes de livrables, s'il faut employer le mot, qui se fait sur un temps record qui est celui de 12 mois, avec quand même une recherche de qualité, parce qu'il engage plein de gens qui ont des compétences et des connaissances. On parle de 17 000 € et que c'est censé, entre autres, inclure la rémunération de jeunes chercheuses qui ont décidé d'affronter la précarité de l'ESR. Moi, je pense juste qu'il faut se le dire au bout d'un moment. Est-ce que c'est le prix que ça vaut vraiment ? Voilà. Donc en fait, c'est aussi une invitation à vous dire que nos marges de manœuvre et le champ des possibles, il est énorme et qu'en fait, on peut en faire de très très belles choses. Il faut juste qu'on se le dise et je pense que c'est notre responsabilité et aussi parce que tout simplement, tous les jours, on côtoie des chercheurs, quel que soit leur statut, et je ne connais pas un chercheur ou une chercheuse qui d'une manière ou d'une autre n'est pas engagée. Voilà, faisons front ensemble et menons nos combats ensemble plutôt que de nous épuiser individuellement comme on le voit trop souvent. Voilà. Fallait le dire. C'est dit et publiquement. Et ce sera même archivé du coup sur le site de MSHU TV, donc ce sera regardable à loisir. Mais dans le prolongement de ce que vous venez de dire toutes les deux, j'aimerais revenir sur un point. Vous avez insisté aussi à plusieurs reprises sur le statut avec lequel vous avez accompli ce projet en cours, du coup, et vous avez fait référence à la structure que vous avez montée, Narro. Vous avez fait référence notamment à Narro, notamment au moment où vous avez dit combien c'était compliqué, notamment dans la convention, par exemple, de mentionner Narro en tant que partenaire du projet. Et finalement, Narro est apparu aussi en termes de prestataire. Moi, j'aimerais retourner finalement la chose en vous demandant qu'est-ce qui finalement, comment ce statut finalement, cette posture finalement, ce positionnement à l'interface, vous avez fait référence à l'intermédiation, la médiation, etc. Enfin, ce positionnement qui est le vôtre, c'est-à-dire à la fois à l'intérieur de l'ESR, via des collaborations fortes avec des chercheurs statutaires au sein d'une UMR, etc. Et en même temps avec, en lien très fort aussi avec l'action de terrain. En quoi finalement ce statut est un plus aussi pour aborder aussi ce type de recherche. Et d'une certaine manière, en quoi aussi ça compense peut-être selon vous aussi un déficit aussi peut-être d'intermédiation aussi au sein de l'ESR, etc. Est-ce que vous portez une analyse aussi sur ces aspects-là ? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, dans ce sens-là, on peut dire qu'on est plus flexible, plus libre, je pense, avec cette hybridité quand on arrive sur le terrain. Parce que le fait qu'on ait de toute façon notre structure, ça démontre également pas mal de réflexions que l'on a eues sur cette déconstruction de la posture du chercheur et de la chercheuse. Donc en arrivant sur le terrain, peut-être un petit peu plus de flexibilité et de pouvoir faire davantage de pas de côté par rapport à cette machine très difficile à tracter qui est l'administratif universitaire. Mais ça nous positionne dans un entre-deux qui est quand même pas facile à gérer parce qu'on est obligé d'être sur tous les fronts. C'est en même temps une force, je pense. Ça, c'est sûr que c'est une force au quotidien dans notre travail de recherche, mais
Je sais pas, qu'est-ce que tu as... Moi, je trouve que là où je pense qu'on tire la plus grande fierté, ou en tout cas ce qui nous procure de la joie, pour le dire sur un registre très émotionnel, c'est justement d'avoir cette position-là. Et pour plusieurs raisons, c'est que nous, comme vous le voyez, j'espère qu'on vous le montre, on a toujours voulu rester en lien avec ce monde de l'académique. C'est juste qu'on a refusé le lien qu'on nous imposait à la sortie de nos tests, c'est-à-dire de continuer de jouer ce rôle de rapport de domination, du rapport de force, du rapport à la précarité. Donc on a voulu déconstruire ce lien pour le reconstruire de manière plus saine. Et ça, c'est ce qui nous rend très heureuses en étant cet intermédiaire, c'est que quand on crée ces espaces avec tous ces acteurs, on permet autant aux acteurs de terrain de s'exprimer. Je pense que c'est ça qui nous rend heureuse. On leur donne un droit à la parole et on est heureuse de recevoir cette parole et de produire des espaces-temps qui la libèrent, mais on est hyper heureuse d'embarquer des chercheurs avec nous, où on leur crée ce cadre où ils peuvent venir regarder, analyser et en fait revenir à leur métier premier. Et ça, pour nous, c'est exceptionnel quand on emmène rien que Cécile et Geneviève avec nous dans ces instances-là, d'avoir leur regard, leur analyse toujours très fine, de tout de suite comprendre les enjeux, de resituer les axes d'analyse, de nous rappeler aussi à ressortir la tête du terrain. Je trouve que là, notre métier, il est super, en fait, de redonner des bonnes conditions pour recentrer le chercheur sur ce qu'il fait. Un jour, il s'est engagé dans cette aventure de la recherche et à la fois de donner la parole et une place et une écoute à des acteurs qui se battent tous les jours mais qu'on n'entend pas. Donc je pense que ce rôle d'acteur du tiers secteur de la recherche, d'entre-deux, et c'est pour ça qu'on s'appelle souvent des chercheuses en société ou des faiseuses de liens, ou le plus beau terme qui nous va, je pense, c'est des médiatrices ou facilitatrices. Je pense que c'est vraiment ça. Et c'est hyper agréable. Et parfois, on n'a même peut-être pas besoin de dire qu'on est docteur. Au pire, les gens le comprendront après sur nos manières de faire. On est là pour tirer des fils invisibles, pour orienter les gens dans quelque chose dont on veut qu'ils se saisissent par eux-mêmes. Et ça, c'est génial. Et en termes de résultats de recherche et d'analyse et de cadres scientifiques aussi, c'est une force. Ça a été une force sur ce projet, cela s'est vu, et ça a été une véritable force. Oui, et puis on en apprend tous les jours. Quand Mathilde évoque les outils de l'éducation populaire, nous, tous les jours, on apprend des nouvelles méthodologies. Dans ces espaces associatifs, les gens sont hyper créatifs. Ils fabriquent, ils composent, ils sont innovants. C'est juste qu'on ne met pas des mots dessus. Nous, par exemple, ce qui nous a projeté direct dans IMCOV, surtout dans le projet avec la Croix-Rouge, où ils étaient quand même sur la fin de projet, les gens ne sont pas venus où c'était à nous de leur dire « je vais te demander de te concentrer sur une réalité de ta vie que tu n'as peut-être pas toujours conscientisée ou auquel tu as eu le temps de réfléchir ». Les gens nous prenaient et capitalisaient sur nous. Ils étaient déjà, en sachant que le projet finisse, ils savaient déjà ce qu'ils voulaient en retenir. Ils ne voulaient juste pas que tout ce projet finisse, et ils le disaient comme ça, ce sont leurs mots, dans une boîte à archives au fin fond d'un bureau. Donc nous, on est venus, et en fait, ils nous ont déjà livré non pas des données brutes, mais des réflexions abouties. Et pour nous, ça a été waouh. Ça a été très fort, et ça a permis vraiment d'engager une démarche de capitalisation qui s'est construite au fil de l'eau. Justement, on s'est retrouvés à capitaliser sur ses savoirs, ses connaissances, ses compétences. Ça a été merveilleux et ça a été un très beau résultat de terrain, justement, qui a été permis grâce à l'engagement et à l'autoréflexivité des personnes que l'on avait en face. Et donc capitaliser, c'est déjà plus que faire de la recherche et produire de la donnée, c'est quelque chose à l'entre-deux, la recherche participative, de la recherche-action, d'une recherche au service d'une certaine action, en tout cas au service d'une réflexivité. Et de l'opérationnel. Pour développer ce point, et ce sera la dernière question puisqu'on arrive déjà en fait à 14h, on va dépasser déjà on va déjà dépasser l'horaire qu'on s'est donné. Mais je rebondis sur ces aspects-là, justement, d'intermédiaire, d'intermédiation, recherche en société, chercheuse en société, ce que vous disiez, etc. Vous avez pas mal finalement parlé, et encore là à l'instant, sur la manière dont ce type de recherche pouvait nourrir aussi l'action des acteurs ou le cadre de réflexion aussi des acteurs sur le terrain, qui capitalisaient aussi sur ce que vous étiez en train de faire, etc. Mais j'aimerais moi aussi retourner la question dans le sens, essayer de mieux comprendre aussi la manière dont finalement ce type de projet, ce type de démarche peut aussi nourrir la recherche académique elle-même. On fait souvent le reproche ou le procès même à la recherche participative de ne proposer que de la petite recherche à la petite semaine, etc. Et donc voilà, sans vouloir rejouer l'opposition classique entre recherche fondamentale et recherche action, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un peu plus, et ce sera nos mots de conclusion, il faudra répondre assez vite, c'est dommage parce que la question est déjà longue en plus, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont finalement ce type de recherche en société peut nourrir de manière fondamentale finalement la recherche en particulier en sciences humaines et sociales? En quelques mots, s'il vous plaît.
tout à fait, parce qu'on produit du savoir, de toute façon. On produit du savoir, la recherche participative. L'objectif de la recherche, c'est de produire un savoir, une connaissance. Et là, on a l'originalité et que la production scientifique que l'on va, voilà, qui est issue de cette recherche-là, on fait que faire le lien avec ce terrain-là, mais on reste tout de même dans des démarches de recherche. C'est pas juste de l'expérimentation. On est de toute façon, et c'est pour ça que ce sont quand même des projets sur le long terme, avec des cadres d'analyse, on s'inscrit de toute façon dans des disciplines. Et bon, on revendique, nous, une transdisciplinarité. Et puis, dans notre équipe, on est en même temps en sciences politiques et géographie. Et on travaille beaucoup en sociologie également. Mais on a des cadres derrière nous. Et on a une vraie production de savoir, de connaissances. Et là, on participe au grand débat quand même, sur les politiques migratoires, sur les questions de politique publique. Parce qu'on dépasse le débat de la Covid et des migrations, etc. On a aussi tout un débat sur les questions de rapport de domination entre pouvoir public, associations, personnes migrantes. On se situe de toute façon à ce niveau-là. Et pour mener ce genre de recherche, c'est plus que de la... Enfin, on est dans de toute façon des recherches qualitatives. On a besoin de ça. Oui, donc je pense que c'est ce que dit Tan. Là, on a beaucoup insisté sur le chercheur qui va vers ces enquêtés, entre guillemets, et qu'on redéconstruit comme des co-participants ou des participants à part entière. Et on se doit de revenir vers eux pour à chaque fois leur restituer tout ce que fait la recherche. Mais je pense que c'est valide dans le sens aussi. Voilà. La recherche participative se doit tout autant de revenir à sa communauté de chercheurs. Donc, vous voyez, un résultat que nous, on aime beaucoup et qu'on va continuer de travailler avec la MSH et avec la Fondation Croix-Rouge, c'est de dire, est-ce qu'une recherche, quand elle se dit participative, nous, on a 3 livrables. On a une publication scientifique qui se discute entre nos pairs. Et là, on apporte tout ce qu'Itan vient de vous dire. On a inventé un format grâce au travail de la Fondation Croix-Rouge sur une publication opérationnelle, un outil concret qui peut être remobilisé par les acteurs de terrain et qui donne un référentiel, et des choses hybrides qui s'appellent le film audio. Et en fait, vous voyez, là, c'est vraiment un dialogue avec des réciprocités. Donc, en effet, on dialogue avec nos disciplines autant qu'on dialogue avec les gens avec qui on travaille. Et c'est cette équipe-là qui, je pense, il faut tenir. Merci. Merci, c'était très clair. Bon, ben, je vous remercie. On arrive au terme de ce webinaire. Donc, je vous remercie encore toutes les deux très chaleureusement pour vos interventions et les discussions nourries qui ont suivi. Un grand merci également au réseau national des MSH, comme toujours, et ici aussi évidemment à Montpellier, aux équipes de la MSH Sud, et en particulier à Pierre-Olivier Gomin et Jean-Baptiste Sauret, donc nos 2 réalisateurs audiovisuels, qui une fois de plus ont rendu tout ça possible. Donc on vous donne rendez-vous pour la suite donc, de notre webinaire assez tôt, dans 2 jours, jeudi 14 avril, donc pour la prochaine séance, qui sera cette fois organisée par la MSH Paris Nord et qui sera consacrée aux formes de réparation dans les arts de la scène à l'épreuve de la Covid-19. Et donc je précise aussi pour finir que la présente séance donc, a été captée et sera accessible donc, sur ce site, sur le site MSH Sud TV, comme donc les précédentes séances. Et sur ce, donc, je vous dis à bientôt. Merci pour votre participation.